Vous êtes toujours au sommet du Grand Paris en direct du Stade Jean-Bouin. Nous allons désormais évoquer l'après-Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça tombe bien, merci Marie-Amélie Fur pour la mission que vous avez assignée à 3 champions olympiques de l'accessibilité dans tous les domaines. On va commencer avec vous directement dans le vif du sujet. Nadia Haftis, vous êtes cofondatrice de FKM Mobilité et justement, ça tombe bien. Vous faites du transport de personnes en situation de handicap, mais quand nous avons discuté, et je suis d'ailleurs très heureux, très fier du partenariat qu'on a avec Diversides, parce que parfois, nous les journalistes, on peut le dire, on est un peu déconnectés de la réalité. On voit d'excellents préfets, certes, d'excellents notaires, mais on oublie aussi les personnes qui nous font vivre au quotidien. Et vous faites partie de ces représentantes aujourd'hui. Merci donc de l'échange qu'on a eu et j'espère que vous aurez la même franchise que dans la discussion désormais. À vous. Prenez votre micro. Merci César, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Donc moi, Nadia Haftis, présidente et cofondatrice de la société FKM Mobilité. Donc c'est une société de transport et d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Donc dans leur trajet au quotidien, mais on est aussi la première solution de transport qui permet aux personnes en situation de handicap d'avoir accès aux loisirs, au sport et à la culture. Aujourd'hui, comme le disait précédemment dans l'interview, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Et à l'aube des Jeux, on va aussi recevoir 350 000 personnes en plus de nos personnes en situation de handicap. Donc, Monsieur Troussel nous a un petit peu rassurés sur l'accessibilité. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment que tout va se passer au mieux. Et qu'attend-on de l'héritage ? J'espère vraiment que... Des jeux accessibles. Surtout, déjà, ça c'est la priorité, des jeux accessibles pour tous, et que ce soit paralympique ou olympique, c'est vraiment important qu'on nous donne les moyens de pouvoir y participer en tant que spectateur. Monsieur le préfet Paul Mourier, vous êtes directeur général des services de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris aura un héritage visible qui qui finalise sa construction près de l'autoroute A1, en face du Stade de France. C'est le centre aquatique olympique, dont vous êtes maître d'ouvrage. Ce sera aussi une chance inouïe pour tous les séquano-dionysiens, j'ai utilisé un terme pas très accessible exprès, tous les habitants de Seine-Saint-Denis, car vous le savez comme moi, et encore plus Nadia, à leur entrée en 6e, 50% des habitants de 93 ne savent pas nager. Et il faut espérer qu'avec ce centre aquatique olympique, d'ailleurs, c'est la volonté de Stéphane Troussel, qui, dans son livre La Seine-Saint-Denis au défi, disait « Je ne veux pas qu'il y ait des Jeux Olympiques à 2 vitesses et encore moins après ». Donc cette promesse de la baignade, est-ce qu'elle sera tenue, monsieur le préfet ? Oui, je crois, compte tenu de l'ensemble des équipements qui sont en train d'être réalisés, mais peut-être, si vous me permettez, avant de répondre à votre question, puisqu'on parle d'héritage, 2 remarques. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu une ville, une candidature qui a parlé d'héritage aussi avant l'organisation des Jeux, dès la candidature. C'est vraiment la marque, je crois, de fabrique. J'en parle d'autant plus que je n'étais pas en responsabilité lors de la candidature. Mais si on parle autant d'héritage, c'est qu'elle a été vraiment préparée. Dès la conception, je dirais, de toutes les infrastructures, de tous les équipements, on a eu, je dirais, comme référence, effectivement, la trace qu'on allait laisser. Et deuxième remarque, qui n'a pas été évoquée, je crois, jusqu'à présent, peut-être que l'héritage le plus profond, le plus important, et notamment vis-à-vis des jeunes, je dirais, de la métropole et même de l'ensemble des jeunes français, c'est la transmission des valeurs de l'olympisme. À un moment où il y a tellement de doutes, je dirais, dans notre pays, essayer, grâce aux Jeux, de parler de valeurs de l'olympisme, qui est l'essentiel, c'est de participer, mais ça va bien au-delà. Ça renvoie vers être ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble, faire du sport ensemble. Il faut absolument que les Jeux olympiques soient l'occasion de cette transmission d'un certain nombre de valeurs. C'est la raison pour laquelle, avec l'État, avec d'autres collectivités, la métropole va, à partir du mois prochain, diffuser ce qu'on appelle des kits pédagogiques dans toutes les écoles
de la métropole, 1800 kits qui vont être diffusés, qui vont permettre dans les écoles primaires d'instruire et de faire travailler d'une manière ludique les plus jeunes sur le thème de l'olympisme, sur les valeurs, je dirais, que nous transmettent depuis la modernisation des Jeux, ceci. Donc ça me paraît essentiel. Alors, sur le centre aquatique, c'est, vous l'avez dit, je crois, un équipement très symbolique. On accueille des centaines de personnes pour faire visiter ce magnifique bâtiment qui se trouve juste en face du Stade de France, avec une passerelle qui franchit la Rhin et qui va permettre de créer un véritable nouveau quartier. Là aussi, le centre aquatique olympique a été conçu véritablement pour une versabilité. On construit pour les Jeux 5000 places de spectateurs, ça va être réduit à 2500, mais on aura la capacité de remonter à 5000 places. Donc au titre de l'héritage, c'est une marque de l'héritage pour accueillir des nouvelles grandes compétitions mondiales ou européennes. Et je me permets de dire que nous travaillons déjà avec l'État, avec d'autres collectivités, à accueillir en 2026 les championnats d'Europe de natation. Donc là, natation c'est vraiment synchronisée comme le grand bain. Oui, exactement. Donc ça prouve que c'est grâce effectivement à la conception de départ qu'on aura la France. Aujourd'hui, la France n'a pas la capacité d'accueillir des grandes compétitions de natation. Donc là, il y aura le centre aquatique avec cette possibilité de remonter à 5000 places. Et puis, je reviens, excusez-moi, monsieur le préfet, très terre à terre. C'est ce que j'ai. J'ai l'alerte Nadia en face de moi qui est à côté de moi. Pour les enfants de Seine-Saint-Denis, est-ce qu'ils auront accès à cette piscine demain? Au-delà des compétitions qui, sûr, sont très belles, très intéressantes, alors, très importantes. Clairement, oui. À la fois les jeunes et les scolaires, puisque des conventions sont d'ores et déjà passées entre la société qui s'appelle Simbala, qui va exploiter avec un grand, professionnel qui s'appelle Recrea. Et donc les conventions avec la ville de Paris, avec le département, avec Seine-Saint-Denis sont d'ores et déjà passées. Comme avec des clubs sportifs, comme avec la Fédération française de natation, parce qu'on va accueillir de manière définitive le pool, plongeon, français de la fédération. Donc là aussi, dans l'exploitation, on a prévu l'héritage. Mais ça ne s'arrête pas là sur le plan de la natation. Ça a été dit dans les tables rondes précédentes, il y a un déficit énorme d'équipements, effectivement de piscines, en Seine-Saint-Denis certes, mais sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et c'est pour ça qu'avec la Solidéo, il y a 7 autres piscines, qui vont être réhabilitées, qui vont être sites d'entraînement. Mais c'est là aussi, il y a un effet accélérateur très puissant avec les Jeux Olympiques, parce qu'en tout, dans la métropole, est en train d'être réhabilité ou construit 22 piscines. 22 piscines. Donc c'est absolument massif en matière de construction et de réhabilitation. J'en terminerai sur le plan de la baignade, car ça n'a pas été abordé. Par Madame Hidalgo, elle va se jeter à l'eau. Vous aussi? Bien sûr que la métropole va se jeter à l'eau, et c'est la volonté de Patrick Ollier, le président de la métropole, de faire en sorte qu'on puisse se baigner dans la Seine et la Marne pour bien sûr les compétitions, et bien sûr à partir de 2025 avec aujourd'hui 18 communes qui se sont engagées pour réaliser 22 à 23 sites de baignade sur la Marne et la Seine. Et la métropole prend la responsabilité, propose en tous les cas, d'animer, de coordonner, l'ensemble de ces équipements, de ces réalisations. Et ça, je pense, en termes d'héritage, c'est également très fort, très puissant. Je pense que pour nous, les métropolitains, le fait de pouvoir reconquérir, les 2 grands fleuves, qui traverse l'Île-de-France, la Marne et la Seine, c'est quelque chose qui va être essentiel. Et déjà, la Bièvre est ressortie depuis quelque temps. Alors la Bièvre, c'est un autre projet, comme le Morbrasse, comme la Vienne-Mer, tous ces affluents de la Marne, de la Seine, qui étaient pour beaucoup d'entre eux, qui avaient été recouverts. Et donc là, au titre à la fois de la lutte contre les inondations, mais également de le retour de la biodiversité, de recréer des zones par les cours d'eau de fraîcheur dans les villes. Il y a un immense programme porté pour beaucoup par la métropole, en tout cas financé par la métropole, de réouverture, de l'ensemble de ces cours d'eau. Merci.
Maître Michelet, vous êtes notaire, président de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France. L'héritage, il sera bâtimentaire. On l'a aussi, on l'a vu avec le préfet Bonrier. On aura ces nouveaux quartiers qui auront été transformés. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion de... On a compris, les élus, sur la table en logement, table en aménagement ce matin, le permis à double état, ils disent oui, c'était bien, mais est-ce qu'il faut généraliser? Pas sûr. Est-ce que, mais quand même, quand il y a une crise du logement en Ile-de-France, des bureaux qui sont plus aux normes, des bureaux où il n'y a plus de demande, entre la première et la deuxième couronne, hein, on n'est pas obligé d'être en troisième couronne, est-ce qu'il ne faut pas aller justement vers ces bâtiments qui seront demain accessibles au plus grand nombre en termes de logement, en service public, plutôt que de laisser des bureaux obsolètes? Et bonjour à tous. Effectivement, c'est un vrai sujet d'ampleur puisque nous sommes dans un déficit structurel de l'ordre de 400 à 500 000 logements par an. Et donc, ce projet prévu ab initio avec ces Jeux Olympiques de retransformer ces villages pour les athlètes en logement est évidemment un aspect positif au sens urbanistique et de permettre le logement de se développer un peu dans notre métropole à court terme. Il n'en demeure pas moins que nous constatons, compte tenu à la fois de l'évolution de la société, depuis la crise sanitaire, le développement du télétravail, que des mètres carrés de bureaux se libèrent, se retrouvent sans occupants, deviennent obsolètes pour les raisons que vous évoquiez, en particulier environnementale, énergétique. Il y a un véritable enjeu de pouvoir faciliter la transformation de ces bureaux à d'autres usages et en particulier évidemment le logement. Dans le cadre des travaux que nous avons pu réaliser à l'ORIE, on a particulièrement insisté sur la notion de réversibilité des bâtiments. Il faut dorénavant que nos règles évoluent en matière d'urbanisme de telle manière à permettre qu'un bâtiment n'ait pas une destination ou un usage fixe dès l'origine. Il faut lui permettre au fil de l'évolution des normes, au fil de l'ère du temps et des besoins, en particulier en termes de logement, une réversibilité, une facilité de la transformation de la destination et de l'usage de ces bâtiments. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui alors? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer Schlimbling? Il faut simplifier les règles en matière d'urbanisme. Il faut également des mesures incitatives, puisque les promoteurs le diraient bien mieux que moi, mais transformer un immeuble de bureau en logement occasionne, surtout s'il est devenu obsolescent, des coûts très importants. Et donc, il faut un accompagnement à la fois des pouvoirs publics, mais également de fiscalité qui rend incitatif cette transformation de telle manière à ce que ça puisse rentrer dans un cadre budgétaire cohérent pour permettre cette transformation. Paul Monrier, en tant que représentant d'une grande collectivité, qu'est-ce que vous en pensez? Je partage totalement les propos qui viennent d'être tenus. Comme vous le savez, la métropole porte depuis plusieurs années ce grand concours Inventons la métropole du Grand Paris. On a appris ce matin qu'il n'y aurait pas de 4e édition. Non. Mais qu'il y aurait une initiative d'ampleur en janvier. Le président Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. C'est pas moi qui vais me contredire. Non, nous sommes en train de travailler effectivement à la suite. Mais dans une Dites-nous en plus. Pardon? Dites-nous en plus, il n'en a pas assez dit tout à l'heure. Non, on en est vraiment au stade très amont, d'abord de l'annonce du président et la réflexion. Voilà. Mais pourquoi? Parce que la métropole, de par ses compétences, a une vocation à poursuivre un travail de construction de la ville, d'un point de vue urbain, d'un point de vue architectural. C'est dans les compétences, dans la métropole, et c'est là également un point très important. Ça, c'est un des éléments des fondations de départ de la métropole. Pour revenir à la question posée, comment on peut effectivement transformer un immeuble de bureau en immeuble de logement? Ça pose beaucoup de questions. J'évoquais IMGP, puisque pour la 3e édition, c'était une des thématiques. Et on a eu en fin de compte sur ces thématiques très peu de propositions, très peu de réponses, tellement effectivement le sujet est délicat. Ce qui est très important, ce qui a été dit, c'est désormais construisons avec la possibilité de faire évoluer
vers d'autres destinations les immeubles qui sont construits. La difficulté actuelle pour les bâtiments existants, ils sont différents ordres. Le premier, il est technique. Les trames techniques de construction des bureaux ne correspondent pas, je dirais, à l'état des trames techniques, et notamment de hauteur sous plafond, pour faire du bureau, pour faire du logement, pardon. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, alors là, les experts en parleraient bien mieux que moi, c'est un problème, il faut déprécier l'actif dans les comptes avant éventuellement de reconstruire quelque chose. Donc ça pose de vrais problèmes, je dirais, dans les foncières, notamment chez certains promoteurs immobiliers, une dépréciation d'actifs pour après effectivement recréer effectivement de la valeur avec un immeuble du bureau transformé en logement. En tous les cas, pour la métropole, nous on a un grand enjeu en matière de construction, de logement de bureaux, parce qu'on parle beaucoup, à juste titre, du village des athlètes, le village olympique, du village des médias. La métropole a également la responsabilité, ça fait partie de l'héritage, de réaliser à la Plaine-Saunier, sur une dizaine d'hectares, un nouveau quartier. Au demeurant, qui va se trouver en prolongement du village des athlètes, du nouveau quartier Pleyel, et puis du village des médias. Et donc, à côté du CAO, on va construire après les Jeux un nouveau quartier aux portes de Paris, en pleine commune de Saint-Denis, 220 000 mètres carrés, je dirais, à développer, donc avec du logement, avec des bureaux, avec du commerce, et avec également, le président Ollier le veut, une marque également très forte en matière d'équipements culturels, d'équipements sportifs, avec également probablement un campus donc avec une dimension enseignement. Donc là également, c'est l'héritage. Et quelle dimension en termes de mobilité, comme ça fera la transition avec Nadia? Aujourd'hui, c'est plus facile de rendre accessible à toute personne, et notamment aux personnes à mobilité réduite, lorsque la feuille est blanche. Donc c'est totalement intégré à tous les plans concernant le CAO, le Centre aquatique olympique, va être totalement accessible partout, je dirais, aux personnes à mobilité réduite, et y compris l'aménagement de ce nouveau quartier sur la plaine Saint-Denis. Donc moi je mesure les difficultés, et c'est vrai que la France, ça a été dit, je crois par le président Troussel, par Emmanuel Grégoire, la France a pris depuis des décennies, pour pas dire plus, des retards en matière d'accessibilité. Les Jeux, et heureusement les Jeux permettent, je dirais, de réduire, je dirais, ces handicaps, cette fracture en termes de mobilité. Donc là, il faut partir sur cette nouvelle dynamique. En tous les cas, pour la responsabilité de la métropole, oui, sur la plaine Saunier, on est en train effectivement de rendre l'ensemble du site totalement accessible. Vous souhaitez réagir, j'imagine, à tout ce qui vient d'être dit? Non, mais je suis contente que, effectivement, c'est plus facile quand on fait sur une feuille blanche. Maintenant, qu'en est-il aussi de l'héritage qui va rester dans les anciennes structures qui ne sont pas encore... Est-ce qu'elles ont la possibilité d'être aménagées, notamment sur les logements? Combien de logements vont être accessibles PMR? Combien d'aménagements allez-vous faire? Et puis, vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait une certaine fracture entre les habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont là avec comment dire, on va dire une population qui est assez fragile, et avec les nouveaux habitants de la Seine-Saint-Denis, les nouveaux habitants qui arrivent, qui vont prendre possession des lieux, qui vont devoir acheter des nouveaux logements, tout flambeau, tout neuf. Et moi, j'ai vraiment peur pour ça, en fait, que les anciens habitants de la Seine-Saint-Denis ne trouvent plus leur place dans leur Seine-Saint-Denis. Je dirais, c'est un petit peu comme les ch'tis. Au début, tout le monde a peur d'y aller, et maintenant, une fois qu'on y est, on adore la Seine-Saint-Denis. Vous adorez la Seine-Saint-Denis? Vous êtes notaire où d'ailleurs? Oui. Pas en Seine-Saint-Denis, mais la Chambre des notaires de Paris inclut la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc c'est une chambre interdépartementale. Donc la Seine-Saint-Denis fait pleinement partie de notre chambre. Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, c'est essentiel. Aujourd'hui, les normes de constructibilité pour les bâtiments neufs incluent nécessairement des accès PMR. Le sujet, c'est évidemment pour les locaux anciens ou existants, sur cette transformation et la facilité de les transformer pour en permettre un accès évidemment PMR. Même chose pour tous les éléments d'équipement, les ascenseurs par exemple. Plein d'ascenseurs ne sont évidemment pas aux normes pour accueillir un fauteuil roulant. Donc c'est toute cette réflexion évidemment qu'il faut mener, mais comme je le disais tout à l'heure,
il faut, pour parvenir à ces objectifs, qu'il y ait une carotte, parce qu'il faut pouvoir rentabiliser les opérations. Une carotte, c'est pas, parce qu'aujourd'hui, on l'a pas dit, mais quand on transforme un bureau en logement, vous payez encore la taxe foncière, vous payez encore la taxe sur les locaux. Tout à fait. Alors que lorsque vous démolissez le bureau pour faire une nouvelle opération, vous ne payez plus la taxe foncière. Donc c'est la... Il faut une incitation. C'est un prime à Et démolition l'incitation fiscale que j'évoquais à demi-mot tout à l'heure fait partie des travaux que nous avons menés à l'ORIE. L'Observatoire régional de l'immobilier entreprise. Tout à fait. Et donc, parmi les préconisations qui ont été faites dans ces groupes de travail sur la transformation justement de bureaux en logement, était la possibilité de bénéficier pendant toute la durée du chantier, à partir de l'ouverture de chantier jusqu'à sa réception, une exonération totale et des taxes foncières, et bien évidemment pour des bureaux, de la taxe annuelle sur les bureaux, puisque c'est une particularité très régionale. Il existe une taxe sur les locaux d'activité en Île-de-France qui est une exception nationale, puisque ça n'existe pas dans les autres régions. Donc il faut de toute manière des mesures incitatives pour permettre financièrement à ces promoteurs, à ces constructeurs, à ces développeurs, ces aménageurs de pouvoir réaliser ces travaux dans un contexte économique qui soit viable. Paul Mourier, justement. Schéma de cohérence territoriale adopté en juillet, PMHH, plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement, remis sur les rails. Tout ça va permettre aussi de mieux rééquilibrer proportion de logement, bureaux, logement social, logement libre dans la métropole. Oui, il en est de la responsabilité de la métropole, comme d'autres échelons également administratifs et politiques, de définir des grands schémas stratégiques. La métropole, peu ou prou, on aura arrêté en 5 ans une dizaine. Il y en a 2 que vous avez cités qui sont majeurs, parce qu'ils représentent la colonne vertébrale de la métropole. C'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, adopté à une très large majorité fin juin de cette année, après 96%,4, pardon. C'est pire que l'URSS. Non, c'était donc un vote d'adhésion de l'ensemble des élus, des 208 élus de la métropole, je le rappelle, avec 12 grandes priorités, et on s'aperçoit par rapport aux discussions de maintenant et depuis ce matin que beaucoup de ces grandes orientations rejoignent à la fois les préoccupations qui sont exprimées, mais également rejoignent des projets qui sont en cours de réalisation. Voilà, 12 grandes orientations. Et puis, le président Ollier, oui, a relancé les travaux du PMHH. Vous avez raison de dire relancer parce qu'il y a eu déjà une première décision. Voilà. Et puis ça a été suspendu pour donner justement la priorité au SCOT et un PMHH qui, compte tenu du calendrier qui était arrêté... Il fallait aussi laisser passer les élections municipales à l'époque. Et après, il y a eu le Covid et tutti quanti. Absolument, je vois que vous avez une parfaite mémoire. 6e sommet du Grand Paris, 6 ans à suivre la métropole. La chronologie, oui, il y a eu le Covid, il y a eu les élections et il y a eu la priorité à un moment, effectivement, du SCOT. Donc un PMHH qui devrait être présenté et approuvé, en tous les cas, les élus l'espèrent, approuvé, on avait dit fin d'année 2023, ça sera plutôt début d'année 2024, et donc qui va fixer à la fois des objectifs de production, dans un souci de rééquilibrage que vous avez énoncé, mais il ne faut pas s'arrêter uniquement aux objectifs, il faut, puisque la question, on le voit au travers des discussions, c'est il faut construire, mais comment faut-il construire ? Voilà, et notamment parce que le Covid est passé par là, parce qu'on ne veut plus d'étalement urbain et on ne veut plus de verticalité, donc on fait comment ? L'équation n'est pas facile à résoudre, c'est au demeurant pourquoi on fera, le président Ollier a voulu un grand colloque international en février 2024 pour poser la question effectivement de la densité. Comment on résout effectivement la densité. Alors attendez, vous venez de nous lâcher une info là. Qu'est-ce que c'est que ce colloque de la métropole sur la... Dites-nous en plus. C'est un colloque international parce que d'autres villes européennes, des représentants d'autres villes viendront discuter avec nous effectivement sur la manière dont eux effectivement ont abordé et je l'espère résolu les questions de la densité. Donc grand colloque voulu par le président Ollier, on est en train à travailler activement. Mais en tous les cas, que ce soit le PMHH, pour revenir à votre question initiale, ou le SCOT, la question, oui, du rééquilibrage est une question posée.
Du reste, la question du rééquilibrage territorial, on sait qu'il y a des grands déséquilibres dans la métropole du Grand Paris par l'histoire, je dirais, de ce grand territoire, de la zone dense. Et le déséquilibrage, il n'est pas uniquement en matière de logement, il est en matière d'emploi, et il est, même si des solutions sont apportées, en matière effectivement de déplacement. Voilà. Et ça vous rejoint effectivement vos préoccupations, et également question, alors là, au titre de l'héritage, des fractures territoriales, des coupures qu'il y a parce qu'il y a des fleuves, parce qu'il y a des autoroutes, il y a des routes, parce que... Pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur le préfet, il y a également cette réglementation ZAN, zéro artificialisation nette. Et donc, par voie de conséquence, ça nécessite de préserver les espaces verts, etc., et en contraire d'en recréer, mais également et surtout de densifier, plutôt que d'étaler. De toute manière, ce n'est plus possible. C'est bien l'équation qui est posée. Comment on la résout? Moi, je pense qu'on a suffisamment d'élus en responsabilité, suffisamment d'urbanistes, de paysagistes, d'architectes qui ont de l'intelligence, qui ont de la créativité et qui peuvent présenter des modèles de densité, mais dans une forme différente que par le passé. Parce qu'on ne peut plus construire... Voilà. Je voudrais simplement terminer pour dire sur les fractures, montrer également qu'il y a là une prise en compte accélérée avec les jeux. C'est le nombre de passerelles et de franchissements qui sont en train de se réaliser. Oui. Je dirais sur le territoire. Pour les jeux, il y en a 6. Oui. Mais là, comme pour les piscines, phénomène d'accélération, 17 passerelles, franchissements nouveaux sont en train d'être réalisés. Travail de couture urbaine. En parlant de fractures, il y a bien les élus avec lesquels vous travaillez, l'urbanisme, mais il y a aussi les entrepreneurs locaux des territoires. En Seine-Saint-Denis, lorsqu'il y a eu, avant les JO, toute cette ampleur autour des jeux, on nous a précisé que les entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis allaient être impliqués, chose que nous, on ne trouve pas, on ne nous implique pas du tout. Vous parlez de fracture en tant que mobilité, donc là, je ne vais pas parler que des personnes en situation de handicap. Excusez-moi, quand vous dites que vous n'êtes pas impliqué. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas notre avis. Vous faites des choix. Mais vous avez pourtant des représentations, la CCI, il y a des représentations, le CPME, le MEDEF. Mais le but, c'est de travailler aussi avec nous, parce que nous, on est vraiment sur le terrain. On est des personnes qui sommes sur le terrain, que ce soit les associations, les entrepreneurs. Et on est là aussi, on vit la vraie vie de tous les jours dans le territoire de la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, vous parliez d'emploi. L'emploi dans le 93, c'est très compliqué pour une personne de se déplacer des fois à Paris pour un entretien. Le bus, le RER, il y a toujours un manquement. Moi, là, aujourd'hui, je tiens à valoriser une entreprise qui a été créée par un de mes amis qui s'appelle Mamedi Kounaté, qui a créé les premiers scooters électriques en banlieue. Parce qu'auparavant, il faut savoir que les scooters électriques étaient destinés à Paris. Vous dépassiez la première périphérie, le scooter s'arrête, vous êtes obligé de refaire demi-tour et le déposer à Paris. CityScoot n'a jamais dépassé le périph'. Jamais. Et donc Mamedi Kounaté, qui a créé la société Terra, T-E-R-A, a permis d'apporter à ces personnes donc, des scooters électriques directement pour les banlieues. Ils peuvent se déplacer, aller chercher de l'emploi, ils ont des contrats avec Pôle emploi, ils ont plein de choses. Des choses comme ça, toutes simples, qui font que vous simplifiez la vie. Les personnes en situation de handicap, il n'y en a que 2 qui peuvent monter dans un bus. Sinon, la 3e personne est obligée de descendre. C'est ces petites problématiques qu'il faut essayer de régler, qu'il faut essayer d'apporter pour simplifier la vie de tous les jours, de tous les citoyens et les citoyennes. Alors après, c'est le département de la Seine-Saint-Denis où on parle, mais je parle vraiment de toute la région Île-de-France qui sont éloignée. Les transports, c'est la région, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, là, je parle parce que je valorise le 93, mais que ce soit dans le 77, que ce soit dans le 78. J'ai été au salon autonomique, j'ai une jeune femme qui est venue me voir, qui me dit, mais nous, dans le 77, on n'a rien. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Donc, c'est compliqué pour l'emploi, c'est compliqué pour se déplacer au quotidien. Et aujourd'hui, il faut essayer de réfléchir ensemble à des solutions de mobilité un peu plus importantes. Eh ben, ça me fait penser à une question. Il y a 6 ans et un jour, puisque Anne Hidalgo a rappelé que c'était il y a 6 ans que Paris et la métropole ont obtenu les Jeux Olympiques. Moi, c'était ma première pige pour la tribune il y a 6 ans. Premier papier que j'écrivais dans ces colonnes. Et j'ai interviewé Anne Hidalgo qui me disait la métropole du Grand Paris, qui à l'époque avait 1 an et demi, puisque vous êtes né le 1er janvier 2016, devrait être autorité organisatrice des transports de second rang. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le préfet, vous, grand serviteur de l'État, qui avez vu d'autres régions que cette belle région capitale? Permettez-moi déjà de vous reprendre sur un point. Les Jeux Olympiques ont été attribués à Paris et à la France. Certes.
Voilà. Vous avez raison. Et c'est notamment pour ça que l'État est ici impliqué. Non, votre question, je ne suis pas suffisamment qualifié pour répondre à votre question. Je crois que ce que je sais, en tous les cas, c'est que des discussions... D'abord, le système d'organisation des transports dans la métropole en Île-de-France est un modèle unique qu'on ne retrouve pas ailleurs, compte tenu de l'ampleur, effectivement, du sujet et du nombre de nos concitoyens et des étrangers à déplacer tous les jours, ce qui se compte en millions de personnes chaque jour. Vous n'avez pas un autre territoire en France confronté à une problématique aussi importante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un rattrapage qui se fait en matière d'infrastructure, c'est absolument considérable. Je dirais le Grand Paris Express, c'est le chantier européen le plus lourd. Ça va bouleverser, alors d'accord, ça a pris des retards, mais ça se fait. Bon, et des élus tout à l'heure ont également dit, il y a effectivement le maire de Duny, Quentin Gesell, a dit, puisqu'on lui posait la question de la desserte du village des médias, il dit oui, d'accord, mais ça va arriver. Bon, donc il y a un changement assez radical. Après, je crois pouvoir indiquer qu'il y a des discussions en cours, effectivement, pour qu'il y ait peut-être une plus grande, je ne veux pas dire partage, mais association de tous les échelons politiques, administratifs, pour, je dirais, de manière peut-être plus collégiale, répondre aux problématiques de transport et de mobilité. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce Grand Paris Express. On a pris beaucoup de retard au niveau de la région ou de la métropole, comme on veut. Et ce projet, il a été lancé bien avant que Paris ou la France soit retenue comme candidate pour ces Jeux Olympiques en 2024. La loi de 2010. Exactement. Il y avait un vrai besoin. Et heureusement, ce besoin est lancé, même si le chantier est extrêmement long, puisque plus de 20 ans de travaux pour l'ouverture de certaines lignes. Oui, mais vous le savez, le réseau qu'on va faire, 200 km de nouvelles lignes, on l'a fait en un siècle avec le métro actuel. Oui, c'est pour ça. C'est un exploit déjà de faire ça. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'attentes et comme le précisait Nadia tout à l'heure, il faut que ces transports en commun soient beaucoup plus performants pour permettre à la population métropolitaine de pouvoir aisément se déplacer non seulement vers le centre de Paris, mais surtout la nouveauté de ce Grand Paris Express, c'est en périphérie, faciliter les liaisons banlieue, interbanlieue. Et ça, ce projet, une fois qu'il aura vu le jour, va certainement permettre également de fluidifier le marché de l'emploi et de manière beaucoup plus efficiente qu'aujourd'hui, ce qui permettra aussi de limiter les autres modes de transport, puisque on parlait du périphérique tout à l'heure dans le groupe précédent, ça reste malgré tout une bretelle ou une ceinture nécessaire pour le transport des biens et des personnes pour ne serait-ce qu'aller travailler ou se mouvoir. Oui. Petit mot d'optimisme sur les mobilités et les déplacements. Il nous reste 2 minutes 05. Eh bien, écoutez, je suis très confiante et j'espère vraiment que le département et la région Île-de-France vont mettre tout en œuvre pour pouvoir permettre l'accessibilité à toutes les personnes en situation de handicap. En tous les cas, nous, transporteurs, on est prêts à travailler avec eux et on a envie de travailler avec eux et qui nous impliquent aussi dans les déplacements. Donc voilà, donc j'ai hâte que cette année se fasse aussi pour qu'on puisse voir aussi ce que ça donne avec les Jeux, parce que c'est pas la première compétition qu'on va recevoir. Il y en aura d'autres, il y en aura des belles, et il faut vraiment pas qu'on se loupe à ce niveau-là. Tout le monde nous regarde. Un tout petit mot, monsieur le préfet ? Oui, parce qu'on parle de choses très sérieuses, etc. Et il faut rappeler, je parlais des valeurs au début de notre table ronde, il faut que ça soit la fête. Ça a été dit, il faut faire en sorte que c'est une formidable aventure. J'ai eu la chance de m'occuper très directement des Jeux Olympiques d'Albertville en 92, 32 ans de cela. Et donc ça a été une fête extraordinaire. Il faut que ça soit une fête, ça sera une fête. Et du reste, la métropole également va proposer, et est en train de le faire, au demeurant, à l'ensemble des maires, des 131 communes, effectivement un certain nombre d'animations, de propositions culturelles, d'animations sportives et culturelles, pour embarquer, je dirais, l'ensemble du territoire métropolitain, qui est quand même un endroit où il va y avoir un grand nombre d'épreuves. Mais c'est l'ensemble de la France qui doit vibrer
je dirais, avec cette aventure qu'est les Jeux Olympiques. Donc, ok, il y a des grandes problématiques. Je pense qu'il y a un phénomène d'accélération avec les Jeux, mais il faut avant tout dire, alors on va vivre avec les Jeux olympiques et paralympiques 2 mois absolument extraordinaires. Merci pour cet optimisme. Merci beaucoup.